Nouvel épisode du French Talk, toujours avec un invité de renom. Il a fait danser les foules du monde entier. Il a côtoyé les plus grands, un DJ international et le boss des Space Invaders. Bienvenue Joachim et merci beaucoup de la participation au podcast. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. En tout cas, je suis très content d'être dans ton podcast. Et c'est un vrai plaisir. J'ai plein de questions à te poser, surtout que moi, le monde de la musique, j'adore, mais je suis pas du tout du milieu, donc j'ai hâte de Moi creuser un non petit plus. peu les Moi non coulisses. plus. Je suis pas non plus du milieu, donc je vais essayer de répondre aux questions. Magnifique. Est-ce qu'on peut tout de suite partir et se plonger un petit peu sur déjà peut-être ton parcours pour synthétiser et après on va approfondir et on repartira dans ton enfance pour essayer de chercher un petit peu d'où tout ça te vient, quoi. Oui, tu veux. Bon, moi. Alors, le parcours, tu veux que je le fasse d'un point de vue chronologique? Tu veux que je parte de l'enfance ou qu'est-ce que tu. Ouais, non, mais chronologique accéléré et Non, après on va aller chercher accéléré. du Bon, détail. globalement, j'ai fait le conservatoire de musique à Nantes quand j'avais 6 ans. Et j'ai fait piano et percussion pendant quelques années. Après, je suis tombé amoureux des ordinateurs. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique avec les ordinateurs. Ça, c'est dans la fin des années 80. Tu n'étais pas né. Et ensuite est venue se greffer une autre passion qui était la radio, le DJing. Et donc, du coup, j'ai créé mon propre studio d'enregistrement. J'étais un des premiers à utiliser justement certains logiciels, un certain logiciel qui s'appelle Pro Tools. J'étais la deuxième licence française. Je suis venu en Californie acheter mon matériel. Et j'ai commencé à produire de la musique pour moi d'abord, et puis pour d'autres, pour des copains, puis après des artistes qui ont fait appel à moi. Et j'ai eu la chance de travailler avec plein de gens très connus, puis d'autres pas connus du tout, et de faire de la musique un peu tous les jours. Et c'est ce que je continue à faire en ce moment. Là, tu vois, là, je suis dans un studio à Los Angeles, et demain, je prends l'avion pour aller jouer à Cannes, à Saint-Tropez, en Espagne. Donc, je continue à faire des concerts régulièrement. Et je continue à faire de la musique d'une façon plus régulière encore, puisque maintenant on est tous sur des portables, donc c'est encore plus facile de faire de la musique en voyage. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, on va creuser. Je sais que tu as un bus dédié à ça. Eh oui, bus Tu as solaire. plusieurs studios. Enfin, tu vas pouvoir en parler. C'est énorme. Mais c'est hyper drôle parce qu'en vrai, moi, j'écoutais tes sons quand j'étais petit au collège. Donc Oui, maintenant, c'est ça, c'est ce que ça je remonte dis. un petit peu et c'est fou T'étais d'aujourd'hui qu'on grand comme puisse. ça, t'étais Ouais, grand comme ouais. ça, quoi, voilà, à Ouais, non, 14 ans. c'est exact. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais excellent. Est-ce que tu peux citer un petit peu des listes d'artistes pour ceux qui ne connaisseraient pas dans le Alors, podcast tu veux que je fasse du name dropping, ce qu'on appelle le name dropping pour avoir de l'audience? Non, mais Non, juste non, pour que les les gens gens. remettent le contexte. Alors, dans les années 90, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Serge Gainsbourg, pour qui j'ai eu la chance de faire un remix qui est devenu officiel après d'un titre à lui qui s'appelait Requiem pour un con. Donc ça, c'était une rencontre qui m'avait pas mal marqué. Après, il y avait d'autres. Alors au départ, quand on commence à travailler avec des gens de son pays. Donc j'ai travaillé avec des Français. Ouais. C'était des gens comme Michel Polnareff, ou pour qui j'ai fait des remixes, Étienne Dao, des gens comme ça, tu vois. Et puis après, tu commences à travailler en international. J'ai eu la chance de rencontrer en 1996 Jean-Michel Jarre, avec qui je continue à travailler régulièrement, puisque j'ai eu la chance de coproduire le dernier album là, qui a été mis en vente, et puis filer un coup de main sur les concerts. Et puis après, il y avait toute la partie DJ. C'est ce qu'on a appelé le courant de la French Touch. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Ouais. un studio d'enregistrement parisien où j'ai eu la chance de collaborer avec Martin Solveig, avec Bob Sinclair, avec David Guetta pendant une centaine de chansons, donc 3 albums entiers de coproduction. Dans le studio venaient des gens comme Thomas Bangalter, donc Daft Punk. J'ai eu la chance de faire un peu de production pour Cassius à l'époque. Donc c'était vraiment le début de la French Touch. Je te parle de ça 2003, 2004, 2005 jusqu'à 2010, tu vois. À peu près, on a eu vraiment une ascension, en tout cas, de ce courant-là. Et donc, je le faisais dans le studio que j'avais à Paris, et puis un autre studio après. Enfin bon, j'ai toujours eu plusieurs moyens de production, parce que j'ai toujours aimé le côté geek, c'est-à-dire moi j'aime bien toucher les synthés, essayer de programmer, travailler dans le développement de son, tu vois, le côté Ouais. production. Et j'avais aussi le côté conservatoire de musique qui me donnait un peu certaines assises sur de la mélodie, sur la création de musique. Donc du coup, j'essaie de combiner un peu les deux. Et grâce à cette combinaison un peu des deux, j'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là. Et puis après, il y avait des gens internationaux comme Kylie Minogue, David Bowie, euh, Deep Dish. Plus récemment, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu la chance de travailler avec Beyoncé. Donc, c'était des différents styles de musique, tu vois.
parce que justement, le fait d'avoir fait le conservatoire de musique me permettait justement de répondre à différents styles de musique. Impressionnant. Énorme parcours. Non, non, voilà. Ce n'est que le Et début. Le ça, mec. c'est une bonne vision. C'est une bonne vision. Est-ce qu'on peut replonger un petit peu en enfance, du coup, où tu as grandi, l'éducation, comment la musique arrive dans ta vie? J'ai l'impression que ça a toujours été un peu une Oui, évidence sur les petites ouais, vidéos que j'ai vues. On te voit très jeune déjà avec les instruments. ouais. Si tu peux Moi, en parler un petit peu de la tout ça. musique a toujours été présente dans la maison. C'est-à-dire que j'avais ma maman était professeure de danse et professeure de gym. Enfin, elle était professeure d'éducation physique. On appelle ça EPS, éducation physique et sportive dans un collège. Et si tu veux, le mercredi, le samedi et le dimanche, elle donnait des cours de danse, qui était vraiment sa passion. Donc, il y avait beaucoup de disques un peu rythmiques, jazz. Modern jazz, tout à la maison, donc il y avait beaucoup de ça. Et mon père, lui, avait une profession qui n'avait rien à voir, qui était dans le milieu médical, mais par contre, c'était quelqu'un qui adorait la musique. Donc il y avait beaucoup de musique à la maison. Il y a toujours eu un piano, il y a toujours eu une guitare qui traînait dans un Ok. coin. Et donc, du coup, assez jeune, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir des parents qui m'ont fait confiance super jeune. Et quand ils ont vu que je dodelinais de la tête sur la musique, sur le rythmique, et que j'étais quelqu'un qui était attiré par la rythmique, ils m'ont mis dans des cours de danse et de percussion. J'avais 6 ans, tu vois. Et, Ok. et ils ont su flairer un petit peu ce qui m'excitait. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné et qui ont cru en ma passion. C'est-à-dire que quand tu as 16 ans et que tu dis, voilà, moi je veux travailler, je veux faire de la radio, et puis qu'il y a une radio qui me propose ce contrat, mais c'est toute la nuit. Donc je commence de 1h à 6h du matin et après je vais à l'école à 7h. Si tu veux, Hmm. j'ai des parents qui étaient assez cool de me dire, est-ce que tu es sûr que Ouais. tu vas réussir? Et du coup, je leur ai montré que c'était ce que j'aimais le plus, que je faisais la radio la nuit et à l'école durant la journée. Bon, j'ai redoublé un peu ma seconde suite à ça. Mais au final, ils ont vu rapidement que qu'en accompagnant leur enfant dans une passion, ça me permettait de m'épanouir dans cette passion et d'en faire un métier, quoi. Ouais, parce que ça, en plus, là, maintenant, déjà, aujourd'hui, je pense que ça serait toujours, entre guillemets, une inquiétude des parents. Mais moi, je connaissais pas à l'époque, mais j'imagine que c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Donc, ça pouvait encore C'est plus avoir sûr. de crainte d'un point de vue Non, mais éducation, c'est quoi. sûr que moi, quand j'ai commencé à être DJ, donc il y a 35 ans, personne voulait être DJ parce que d'abord, Hmm. parce qu'il valait mieux que tu sois dans une discothèque ou dans un club, il valait mieux que tu sois portier parce que portier, tu gagnais plus d'argent, ou il valait mieux que tu sois derrière le bar parce que le bar, tu avais des pourboires et tout ça, mais Hmm. personne ne voulait être DJ. Donc c'est vrai que quand moi j'ai dit à mes parents que je voulais être DJ, que la musique, que je ressentais vraiment ça, j'ai vraiment eu des parents visionnaires parce que à l'époque, il n'y avait pas les DJ à l'époque ne voyageaient pas en avion privé, tu vois. Et on n'était pas logés dans des hôtels 5 étoiles, on faisait pas des concerts devant 100 000 personnes. Hmm. D'ailleurs, l'arrivée des DJ, vraiment, comme on le conçoit aujourd'hui, c'est arrivé vers quelle époque? Parce que j'imagine qu'il y en a un petit peu toujours eu, mais. Non, enfin, ce que tu parles, enfin, pour moi, il y a deux étapes. Il y a Quand j'ai commencé à être DJ, on diffusait les disques des autres. C'est-à-dire qu'on faisait une sélection, ce qu'on appelait Ouais, un ok. sélecteur, tu vois. Hmm. Et donc, on produisait pas de musique, tu vois. Hmm. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu les deux facettes, comme je te le disais, c'est-à-dire d'avoir la facette où j'aimais bien diffuser les disques que j'aimais pour partager la musique que j'aimais avec mes amis. Ouais. Et en même temps, durant la journée, je bidouillais avec mon ordinateur et je commençais à faire des remixes. Alors, comment ça a démarré tout ça? C'est assez amusant, juste pour te dire comment le statut du DJ a changé comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes, on voyage en avion privé, on est sur la même scène que, je sais pas, par exemple, là, récemment, j'ai fait une petite tournée en Australie. Tu as le vendredi Jamiroquai sur la scène, le samedi, je joue sur la même scène, et le dimanche, tu as Rage Against the Machine. Donc, le statut du DJ, maintenant, est devenu carrément un statut de DJ star, ou artiste en tout cas, tu vois. Hmm, hmm, Et donc, comment c'est devenu tout ça? C'est assez simple, c'est que dans les années 90-2000 est arrivé les ordinateurs qui ont permis de sampler de la musique et de faire soi-même ses propres versions. hmm. Moi, quand j'étais DJ, je recevais des disques ou j'achetais des disques et puis j'aimais bien l'intro
et j'aimais pas le milieu et j'aimais bien la fin. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à couper, enlever les parties que j'aimais pas, rajouter une petite rythmique, changer le son, rajouter une petite basse par-dessus. C'est ce qu'on appelle faire un remix, c'est-à-dire que j'ai fait ma propre version. Et donc du coup, en tant que DJ, j'étais le seul à pouvoir jouer un titre de Dépêche Mode, par exemple, je prends un exemple, mais une nouvelle version. Et donc, si tu veux, de DJ diffuser de la musique des autres, j'ai commencé à diffuser mes propres remixes. Et donc, j'ai fait ça aussi à la radio. Et à la radio, je suis devenu assez, pas célèbre, mais en tout cas, j'avais une émission qui était assez bien écoutée parce que je proposais des nouvelles versions. Et de faire des nouveaux remixes à créer sa propre musique, c'est-à-dire à devenir compositeur, il y avait qu'un pas qui était assez facile à franchir puisqu'on utilisait exactement les mêmes outils, sauf que au lieu de prendre des éléments de Dépêche Mode, eh bien on créait tous nos éléments à partir de zéro. Et c'est comme ça que le DJ est devenu non pas diffuseur de disques, mais diffuseur de disques et aussi producteur, et donc presque, enfin devenu artiste. Et donc ça s'est fait dans les années 90-2000, c'est-à-dire qu'avant les années 90, le DJ est dans la cave, il mixe dans le noir, personne ne le voit, et à la fin des années 2000, le DJ est sur scène et est considéré comme un artiste. Mmh, mmh. Et là, si on fait le petit flashback, donc tu disais, tu avais 16 ans, tu étais à la radio, et Oui. après, ta carrière, elle continue comment? C'est quand le moment où tu as vraiment Alors, ce déclic, ça part ouais. un petit peu Alors ça, c'est difficile à expliquer réellement parce que tu sais, c'est une courbe qui est assez douce en fin de compte. Ouais. Et il n'y a pas une marche d'escalier qui est monstrueuse. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu une rencontre de quelqu'un qui me dit tiens, je t'offre 10 millions de dollars et puis tu vas monter ton studio. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait progressivement, comme je te l'ai dit. Donc au départ, j'ai mon petit studio à Nantes, parce que moi je suis né à Nantes, en région des Pays de Loire, en France. J'ai mon petit studio d'enregistrement qui est juste un Revox, donc un magnéto à bande. Et puis je fais des cassettes. Je commence à faire des cassettes pour les copains. Donc je commence à faire des remixes. Je commence à faire des mix ce qu'on appelle des mixtapes sur des cassettes. Ouais. Et puis j'envoie ça à la radio. Une radio qui me dit c'est super, tu devrais faire une émission. Donc je fais une émission en direct. Je commence à expliquer comment je fais mes remixes, je commence à diffuser mes propres versions. Et puis un jour, j'ai un artiste français, donc je te disais, là c'était, j'adorais Serge Gainsbourg. Je prends le disque original de Serge Gainsbourg et voilà, tiens, j'ai le passage oui, mais oui, tu vas faire partie de l'interview. Voilà. Hop, un petit passage, tu peux bouger un petit peu, merci. Je prends un disque de Serge Gainsbourg, j'en fais un remix. Et j'envoie ça à la radio pour qui je travaillais, qui s'appelait Maximum à Paris. Et le titre passe super bien à la radio. On le passe 3-4 fois par jour, à tel point que la maison de disque originale de Serge Gainsbourg, qui s'appelait Polygram, appelle la radio en disant mais cette version, vous l'avez trouvée où? C'est pas dans notre catalogue. On est intéressé, on aimerait peut-être la sortir. Et donc du coup, c'est là où donc j'ai eu l'occasion de commencer à faire des remixes officiels pour des artistes qui avaient besoin d'un son un peu nouveau, un son DJ. Tu me dis si tu veux que j'enlève le chat. Hein. T'inquiète pas. Voilà, je pense qu'elle va se mettre sur mes épaules après, elle ne peut plus bouger. Et donc du coup, une fois que j'avais fait ça, j'ai rencontré les artistes et j'ai travaillé avec les maisons de disques. Donc j'ai commencé à faire des remixes officiels. Quand les maisons de disques avaient besoin d'un remix pour les clubs, elles faisaient appel à moi. Parce que j'avais cette petite recette où on partait d'un titre qui passait à la radio que tout le monde connaissait, mais je faisais la version qui faisait danser les gens. Donc, je faisais une version un peu plus DJ. Et de là, j'ai commencé à créer mon studio et j'ai déménagé à Paris pour travailler avec tous ces artistes qui habitent à Paris. J'ai créé mon studio à Paris. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens de plus en plus connus. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré d'autres DJ, donc David Guetta, pour qui j'ai composé et coproduit donc 3 albums. Donc 3 albums, on a fait Just a Little More Love, The Love is Mine, Love is Gone, The World is Mine, et plein de succès comme ça, sur lequel j'étais co-compositeur, coproducteur, co-éditeur. Et donc, du coup, je me suis mis à produire de la musique pour les DJ. Et donc, j'ai fait après Bob Sinclair, et je continue à travailler avec des gens comme Bob Sinclair. Jean-Michel Jarre est venu aussi. Et donc, voilà, c'est progressivement, tu vois, c'est un petit peu une espèce de boule de neige, tu vois, que ça se fait. Et après. Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui, ça a drastiquement changé? Parce que moi, vu de l'extérieur, par exemple, je suis pas du tout de ce monde-là, donc j'ai peut-être une vision biaisée, mais j'ai l'impression que s'il y a bien un domaine au monde qui te permet presque plus qu'un footballeur qui exploserait au plus haut niveau, vraiment de percer,
c'est un petit peu genre, j'ai l'impression, un DJ qui va sortir un son. Par exemple, je te donne Martin Garrix de ma génération où j'étais au Ah oui, lycée. Il passe de inconnu à méga star planétaire en un tube. Est-ce que oui. à l'époque, c'était pas possible en fait, parce qu'il y avait peut-être pas les réseaux sociaux, il y avait peut-être pas les plateformes d'écoute. Comment tu juges Oui, cet c'est avis-là? exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90-2000, tu passes via une maison de disques locale qui distribue un disque en local, qui Hmm. passe à la radio locale, qui passe à radio nationale, qui passe un petit peu à l'étranger. Les réseaux sociaux ont permis, et Martin Garrix, c'est un très bon exemple, parce que c'est le premier DJ qui a eu une montée aussi rapide. C'est-à-dire Hmm. qu'en un seul titre, il sort un titre. Ce Ouais, titre-là passe sur toutes les radios européennes. Il est diffusé sur Internet. En plus, le gamin, parce qu'il était super jeune, il doit avoir 16 ans, tu vois, il est très mignon. Il accroche les réseaux sociaux et il commence à faire des dates. Et il a une carrière fulgurante. C'est vrai que Martin Garrix, en 2 mois, il est passé à mixer dans sa chambre ou devant ses copains à je mixe dans des gros festivals. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire ce chemin-là parce qu'on n'avait pas les outils. ouais. Et toi, Mais, j'ai une mais question. attends, je voudrais rajouter un petit Ouais, bémol, c'est que les gens qui ont démarré leur carrière enfin, à mon âge, je parle des David Guetta, Bob Sinclair, eh bien, je pense que la longévité est un petit peu plus longue que des projets qui sont fulgurants numéro un bien sûr. et qui sont fulgurants oubliés. Bon, c'est Ouais, pas le bien cas sûr. c'est pas le cas de Martin Garrix, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait une carrière très fulgurante dans les DJ, ce qui est moins mon cas parce que moi je suis là depuis longtemps et j'ai, comment dire, je veux pas dire des bases, mais c'est pas ça, mais en tout cas j'ai pas bénéficié de cet ascenseur médiatique. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, après, est-ce que c'est propre au DJ? J'ai envie de dire presque dans la musique, j'ai envie de dire de C'est tous les pareil jours. maintenant, c'est Il y en a pareil. qui ont fait un son dans les années 80, j'en écoute pas mal et qu'on n'a jamais entendu Ouais, derrière, qui ont fait vraiment une musique, mais oui c'est vrai, c'est vrai, qui est c'est vrai, intergénérationnelle. Mais... c'est Et vrai. tout à l'heure, tu disais justement, par exemple, tu vois, tu prends la musique de Gainsbourg, tu remixes. Comment ça se passe niveau des droits? On te dit pas, bah, ça c'est ma musique, t'as pas le droit de la réutiliser et tout. Vous n'êtes pas gêné par rapport à ça au début pour Alors, recomposer? la loi a changé depuis, Ok, depuis des années, mais au départ, quand tu prenais un sample de n'importe qui, il fallait que tu demandes l'autorisation à l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui protège l'œuvre de l'artiste. Et donc, alors, ça dépend parce que si tu fais ça dans ton cadre, dans un cadre privé, c'est-à-dire que tu prends un disque de, je sais pas, voilà, on va rester sur Serge Gainsbourg que tu aimes, tu fais un remix. Si jamais tu le diffuses juste chez toi ou dans tes soirées et que tu n'en fais pas une commercialisation, objectivement, il n'y a aucun risque que l'éditeur te dise quelque chose. À hmm, partir du moment où nous, on a commencé à le diffuser à la radio, ce remix de Serge Gainsbourg, et que la maison de disque, ça a éveillé la maison de disque, après, il a fallu officialiser. Et donc, dans ce cas-là, là, tu vas voir l'éditeur, et donc, on détermine d'une cote-part en disant quelle est la cote-part du remix par rapport à l'original. Et donc, tu as tu touches un petit peu d'argent, qui n'est rien par rapport à la version originale, parce que euh, dans un remix, il faut savoir que c'est comme un arrangement, si tu veux. Tu touches un petit pourcentage à chaque fois que le titre passe à la radio, que ta ok, version passe à la radio. Ou en tout cas, ok. qui est un streaming maintenant, parce que maintenant on parle en streaming plutôt. Ok. Et après, tout à l'heure, tu disais, donc tu as produit, donc tu as tes propres Oui. sons, tu as fait coproducteur. Est-ce qu'il y a aussi ce côté ghost producteur où en gros, il y a le nom n'existe dans le milieu, le nom n'existe pas, on crée des sons, on n'est jamais associé à un nom et on envoie des sons. Ça, c'est quelque chose de répandu. Alors, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui, à tel point que la semaine dernière, j'ai vu un site qui vendait des Ghost Prod. C'est génial. Tu vas Ok, sur le site et ça coûte $200, $300, $4000. Tu achètes le truc et tu en deviens propriétaire. Alors ça, c'est totalement interdit avec le droit français parce que il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle qui fait que c'est des droits inaliénables, c'est-à-dire que les droits si jamais tu es compositeur d'une œuvre, tu n'as pas le droit de vendre les droits de composition. Ça, c'est sur le droit français. Le droit américain est un petit peu différent. Ici, tout s'achète aux États-Unis, hein, donc tu peux très bien faire une chanson entière que tu donnes à Taylor Swift et puis ça sera la chanson faite par Taylor Swift. Alors aujourd'hui, enfin, quand j'ai commencé moi à faire de la production pour différentes personnes, quand j'ai commencé par exemple à cartonner quand je dis cartonner, avoir des tubes qui passent à la radio régulièrement avec par exemple David Guetta, quand je travaillais avec Bob Sinclair, pour éviter qu'il y ait une espèce de compétition entre mes productions à la radio, j'ai évité de mettre mon nom. C'est-à-dire que
pour éviter que le directeur de la radio Énergie, qui est une grosse radio française, reçoive le nouveau disque de Bob Sinclair et puis ils regardent, ils disent produit par Joachim Garraud. Attends, on a déjà le nouveau David Guetta qui est produit par Joachim Garraud, puis il a fait aussi le Martin Solveig, donc on va pas rentrer en playlist le Bob Sinclair. Pour éviter un petit peu ces problèmes un peu de conflit d'intérêts, eh bien, je me suis rendu compte qu'il était bien d'utiliser des pseudos, c'est-à-dire de pas mettre ton nom, ou en tout cas d'avoir plusieurs pseudos. Donc moi, j'ai plusieurs pseudos qui me permettent de faire plusieurs projets à la fois sans que ça soit concurrentiel. Alors, c'est pas réellement la définition du Ghost, parce que Ghost, c'est la production fantôme, c'est-à-dire que tu vends tous tes droits. Quand tu as un pseudo, tu conserves tes droits, sauf que les gens ne savent pas qui est derrière. Voilà. Ok, ouais, c'est un peu différent. Tu vois, c'est très différent. Mais Ghost, moi, ça m'arrive d'avoir, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas que certains tubes de David Guetta, je les ai coproduits et coécrits et que j'en suis un peu co-responsable. Mais ceux qui le savent retrouver mon adresse internet et me demandent bien souvent combien ça coûte si tu fais un titre qui ressemble à tel titre. Ils m'envoient 2-3 liens YouTube. Donc ça m'est arrivé quelquefois de faire ça, objectivement, parce que j'aimais bien la voix du chanteur, j'aimais bien la collaboration artistique. Mais j'ai rarement fait ça pour l'argent, juste pour prendre un billet, quoi. Ouais, toi, t'es vraiment on le ressent, t'es un amoureux de la musique. Oui. Tu disais tout à l'heure, tu as su te mettre en retrait des fois, alors qu'il y en a certains, non mais j'imagine que dans le milieu, c'est comme partout, il y en a certains qui doivent être plus amoureux de la gloire que peut-être plus de la prod. C'est dans tous les métiers, c'est comme ça, je pense. Ouais, non, mais c'est vrai que globalement, tu sais, quand moi je rencontre un jeune qui vient me voir sur un concert, par exemple, ça c'est assez typique. Je fais un concert, à la fin du concert, je fais des dédicaces, des photos, les selfies. Et là, j'ai un jeune qui vient dire « Oh, moi aussi, j'aimerais bien être DJ ». Alors, je pose la question, je dis « Alors, qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu de DJ ?» Si le jeune me dit « Ah, parce que moi, j'ai envie de voyager en avion privé, et puis alors les hôtels 5 étoiles, et puis être avec 5 filles, enfin, tu vois. » Bon, je lui dis « Écoute, mon coco, je crois que tu as mal défini le métier. Il faudrait d'abord que tu me parles de passion sur la musique, sur le fait de la création, l'échange artistique, quoi. » Donc, bon. C'est vrai que maintenant, ce métier fait rêver beaucoup de gens sur des fausses raisons, en tout cas sur des raisons qui sont un peu bling-bling, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Là, on va se recentrer un petit peu sur ton parcours. Oui. Tu parlais tout à l'heure de Jean-Michel Jarre. Oui. Ce passage-là où tu as fait 18 mois avec lui, quelle influence ça a eu un petit peu sur la suite après de ton parcours j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que pendant 18 mois, j'ai eu la chance d'habiter chez lui directement parce que j'étais personnellement dans une période de divorce et donc j'avais pas d'appartement. Et donc j'avais rencontré Jean-Michel quelques mois auparavant. Et comme on avait décidé de travailler ensemble et que lui avait une grande maison avec beaucoup de chambres, il m'a dit t'as qu'à venir habiter chez moi. J'ai dit super, très bien, je viens avec mes affaires. Donc je me suis retrouvé être homeless dans un appartement, dans un qu'on appelle un immeuble particulier en bord de Seine, magnifique, avec piscine gigantesque et tout ça. Bref. Et donc du coup, j'ai passé pas mal de temps pendant 18 mois. J'ai produit avec Jean-Michel Jarre l'album Métamorphose et aussi le concert d'Égypte qui avait lieu le 31 décembre 1999, qui était donc le concert du Millennium. Et ces 18 mois passés avec Jean-Michel, j'ai beaucoup appris sur le spectacle, sur la mise en scène, sur la synchronisation de plein de corps de métier, sur le côté sur le côté visuel, sur le côté comment monter un spectacle et aussi comment produire de la musique en pensant au spectacle, à la mise en scène par exemple. Donc j'ai appris tout ça. Et puis j'ai appris aussi j'ai découvert beaucoup de synthé aussi parce que quand j'étais chez Jean-Michel Jarre, c'était la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'il y avait des synthés partout, des trucs de fou, des trucs de collection. Et moi, tous les jours, j'essayais le matin de me lever plus tôt que lui, de prendre un nouveau synthé, prendre un casque et puis découvrir le synthé, tu vois, et puis incroyable les sons de ce truc-là. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis ce qui est marrant, c'est que tu vois, encore ce matin, j'étais au téléphone avec lui parce qu'on était en train de préparer ensemble
une masterclass qu'on fait à Cannes jeudi prochain, là, jeudi 25. Voilà. Excellent, excellent. D'ailleurs, ce qui est énorme, voilà, c'est une question c'est pas trop en lien avec la musique, mais plus sur ta vision des choses sur ça. Dès cette époque-là, en fait, tu crées du contenu, tu étais en train de faire des vlogs. Ah ouais, c'est Alors vrai. pourtant, à l'époque, c'était pas répandu. C'était quoi ta vision de la création de contenu? Parce que dès très jeune, tu étais déjà dans cette optique de Ah tout ouais. documenter, tout Moi, ce que tu faisais, quoi. moi, la chance que j'ai, enfin, la chance. Moi, j'ai un côté très archiviste. J'adore les archives, j'adore Ok. répertorier. Et je pense que j'ai un côté démagogue et pédagogue, pardon, de transmission de savoir qui est très important pour moi. Moi, j'ai un peu souffert de ça quand j'étais jeune. C'est-à-dire Mhm. que je trouvais pas les informations, il n'y avait pas Internet. Donc, Ouais. quand tu voulais apprendre à te servir d'une machine, ben, il fallait que tu te mettes les mains dans le cambouis et que tu l'apprennes tout seul. Et je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, j'aimais bien transmettre ma passion parce que je trouve que quand tu partages ta passion, je ne la divise pas, mais je la multiplie. Et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que plus tu partages ta passion avec les gens, plus ta passion est multipliée. Ce qui est quand même énorme d'un point de vue mathématique. Tu es d'accord avec moi? C'est quand même Ouais. sympa. Et donc, non. Et puis, surtout, je me suis rendu compte que, alors, petite information, j'étais le premier podcast sur Apple France. C'est-à-dire que la référence 00001 du podcast Apple France, c'est moi, c'est Joachim Garraud. J'étais le Incroyable. premier. C'est-à-dire que le jour où j'ai vu que Apple lançait le podcast aux États-Unis, je dis mais quand est-ce que ça va être disponible en France? Le jour où c'était disponible en France, dans la minute, j'avais créé mon podcast et je publie mon premier podcast. Et d'ailleurs, à ce sujet, cette semaine, je diffuse le numéro 950. C'est-à-dire que c'est un podcast qui s'appelle The Mix, qui est toutes les semaines, depuis 950 semaines. C'est-à-dire, Incroyable. je te laisse faire le calcul, c'est 18 ans. Ça fait Incroyable. 18 ans que toutes les semaines, j'upload gratuitement 1 heure de mix. Et donc, du coup, je me suis rendu compte euh, euh, que, que contrôler ses propres médias, c'était vraiment super. Parce que d'abord, moi, je suis un producteur, j'adore produire une bande-annonce, un jingle, un générique, une musique de film. J'adore produire. J'ai vraiment, ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté création, quoi. C'est-à-dire oui, oui, délivrer, de produire quelque chose d'original. Enfin, quand je dis original, c'est qui n'existe pas avant, quoi. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que en ayant mon podcast, ben déjà, je pouvais produire 1 heure de mix toutes les semaines. Super. Et j'avais mon audience et j'ai créé ma communauté de Space Invaders avec ça, comme tu le disais. Et en parallèle, pour échanger avec les gens au quotidien, je suis retrouvé à créer mon forum. Et c'était un forum HTML assez classique, assez basique. Mais c'était le premier forum où les gens pouvaient venir s'exprimer et trouver des informations sur le dernier matos Pioneer, sur tiens, il y a une date de Eric Prydz à Nice, qui c'est qui veut venir avec moi? Et c'était bien avant MySpace, bien avant Facebook. Et j'étais le premier à faire ça, à tel point que j'ai très rapidement réuni des milliers de personnes qui étaient des passionnés, qui tous les jours écrivaient et lisaient sur ce forum, qui est devenu un peu, je dirais, culte, parce que c'est là où des gens se sont rencontrés et ont commencé à faire de la musique ensemble. C'est-à-dire, j'ai des gens comme Hmm. Arnaud Coste qui a démarré là-dessus. J'ai des gens comme Steve Angelo, qui est très connu maintenant, qui a commencé à écrire sur le forum en anglais. Donc, si tu veux, c'était un lieu de rencontre de passionnés. Et moi, j'ai toujours, enfin, si j'avais un seul mot à garder dans toute ma carrière, c'est le mot passion. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui génère ton énergie, tes contacts, le côté positif et le côté partage, quoi. Et Donc, ta longévité aussi, peut-être. et la longévité, parce que la passion, bah, le jour où la passion elle décline, bah, il faut arrêter, ça c'est clair. Mais moi, Hmm. tu vois, là, demain je prends l'avion pour aller à Cannes, pour faire des concerts. J'ai un concert à Saint-Tropez le samedi prochain, enfin le 27, ouais, c'est ça. Et moi, je suis très excité de partager à nouveau de la musique avec les gens, de faire des concerts en permanence, de produire de la musique. Donc voilà, cette passion-là, en tout cas cette excitation, c'est la même que quand j'avais 12 ans et que je faisais danser 5 de mes copains de collège dans le garage chez mes parents. C'est exactement la même chose. Ouais, Voilà. c'est beau ça de voir ça. Et j'ai un peu bossé l'interview et Oui, j'ai notamment vu. sur un des contenus, tu disais que justement toi tu avais toujours fait le choix de produire des sons qui te faisaient plaisir d'abord à toi et que la viralité, ou que le nombre de CD vendus ou le nombre d'écoutes finalement tu t'en foutais.
Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur cette vision qui est particulière? Parce que finalement, on sait qu'à un moment donné, il y a aussi cette notion de devenir viral pour sans doute Ouais. monétiser et en vivre. Et toi, tu as fait ce choix. Bon, ça t'a pas empêché de devenir, D'en on va vivre. dire, Ouais, ouais. Mais, hyper connu, tu vois. Mais il y en a certains peut-être qui n'ont pas connu ce succès-là et qui ont fait mais, aussi ce choix-là. Mais ouais, mais je comprends ce que tu veux dire et il faut juste remettre ça dans le contexte. Quand j'ai commencé, j'avais 12 ans, 12, 13, 14 ans. J'étais donc bénévole. Bénévole, c'est-à-dire que je touchais zéro. Et même pire que ça, pour aller acheter un vinyle qui à l'époque valait 17 francs, je te parle des francs, et il fallait que je coupe, que je lave la voiture des voisins. Ils allaient me donner 5 francs. Et j'allais couper l'herbe, passer la tondeuse chez le voisin, il allait me donner 10 francs. Et donc j'avais 15 francs, je pouvais acheter un disque. Donc si tu veux, cette passion me coûtait de l'argent. C'est pas que ça me rapportait, ça me coûtait de l'argent. Mais malgré cela, c'est ce que je faisais d'abord. C'est parce qu'il n'y avait pas un rapport à l'argent. ouais, bien sûr. Et puis, un jour, petite anecdote, j'ai 17 ans, 16-17 ans, et comme si tu veux, à chaque fois que je vends, que je file un coup de main à babysitter et tout ça, j'achète un petit peu de disques, j'achète un spot de couleur rouge qui clignote, un stroboscope, tu vois. Je commence à avoir ce qu'on appelle la disco mobile, je commence à avoir mon Ouais. équipement. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une fête, on appelle Joachim, parce que Joachim, c'est celui qui est équipé pour venir faire danser le samedi ou le dimanche. Et donc, du coup, je me rappelle, je crois que j'étais en sixième ou en cinquième, et je suis en classe avec deux copains, un qui s'appelle Nicolas et un qui s'appelle David, qui sont des copains que je revois encore. Et les deux ont leur anniversaire le même week-end, et ça a changé ma vie, puisque un jour, Nicolas vient me voir, il me dit, dis-moi, tu peux venir mettre les disques chez moi samedi, là? Je dis, écoute, je peux pas, parce que c'est l'anniversaire de David, et je lui ai promis que j'allais chez lui. Et Nicolas me dit, mais David, qu'est-ce qu'il te donne? Je dis, mais tu sais, David, il me donne rien, c'est comme toi, c'est mon pote, je viens gratos, quoi. Elle dit, ah mais non, mais si tu viens chez moi, je te donne 5 francs. Et donc, du coup, je me suis dit, ah tiens, peut-être que je... Donc, je suis allé voir David, je lui ai dit, écoute, Nicolas me propose 5 francs, mais je t'ai dit oui, donc je vais venir chez toi, mais est-ce que tu peux me donner 5 francs, comme ça m'aiderait? Je mets un peu d'argent dans la mobilette, un peu d'essence dans la mobilette, tu vois, dans le scooter, tu vois. Et il me dit, bah ok, je te donne 5 francs, d'accord. Donc là, j'ai commencé à monétiser. Et la semaine d'après, j'ai fait l'anniversaire de Nicolas pour 10 francs. J'ai multiplié par 2 parce que, tu vois, 5, c'était pas beaucoup. Et 30 ans après, tu te retrouves à gagner des dizaines de milliers d'euros pour la même chose, pour la même prestation devant 80 000 personnes dans un stade. Et ce fait de vendre, enfin de faire ça pour l'argent, moi j'ai jamais fait ça pour l'argent. Donc le jour où l'argent est arrivé, c'était parfait parce que ça m'a permis d'acheter plus de matériel, plus grosse sono, donc du coup de faire danser pas 5 personnes mais 50 personnes, et puis l'année d'après c'était 500 personnes. Et puis, ben, comme j'avais plus de monde, ben, je tournais, j'étais pas que dans ma ville, j'étais dans le département, et puis après j'ai fait. Donc tu vois, un peu la progression, elle se fait Mmh. progressivement. Tu le fais, tout est proportionnel. C'est-à-dire, tu as plus de matériel, plus de célébrité, tu commences à être plus connu, les gens t'appellent, tu demandes plus d'argent, et donc ça s'est fait comme ça. Mais la production de musique, et moi, mon rapport à la musique, je ne l'ai jamais considéré comme étant quelque chose qui rapporte de l'argent. Alors, quand j'ai de la chance et qu'un titre me plaît et que ça plaît à un plus grand nombre et que ça passe à la radio et qu'à chaque fois que ça passe à la radio ou que les gens vont streamer ça sur les plateformes, ça me rapporte de l'argent, ben, tant mieux, parce que ça me permet de faire plus de musique la prochaine fois, quoi. C'est vraiment proportionnel. La nouvelle génération qui a démarré après les années 2010, eux, ils sont pas du tout dans un rapport comme ça. C'est-à-dire que très rapidement, il faut que ça rapporte de l'argent. Mmh. C'est-à-dire que ils s'entourent d'un community manager, ils s'entourent d'un photographe, d'un tour manager, parce qu'il faut du contenu. Donc, Ouais. quand ils partent faire une date, ils sont 4, donc il faut 4 chambres d'hôtel ou 3 ou 2 chambres d'hôtel que tu partages. Donc, ça veut dire que tu coûtes de l'argent, donc il faut en rapporter. Donc, il y a un rapport à la monétisation qui est différente. Mmh. Et moi, je dis que demain, si demain je me retrouve à jouer devant 10 personnes, d'ailleurs, je vais te dire une chose, ça m'est arrivé là de faire une soirée privée à Los Angeles devant 15 personnes, des potes, et j'ai juste sorti deux petites platines, 3 spots qui clignotaient. Je suis revenu vraiment 40 ans en arrière, si tu veux, au niveau matériel,
mais on a kiffé grave, quoi, tu vois, on a passé une super soirée, tu vois, on s'est éclaté. Donc, ce rapport à l'argent, moi, j'ai jamais considéré que la musique pouvait me faire vivre. Et j'ai eu la chance que la musique me permette de vivre avec 4 enfants, de faire le tour du monde, voilà, d'avoir une vie incroyable. Et c'est pour ça que j'essaye de communiquer ma passion au plus grand nombre pour essayer que le maximum de gens aient cette richesse de vie, quoi. Mm. Bah, c'est énorme cette partie parce que tu fais une transition parfaite un petit peu sur la suite du podcast, tout ce qui va être entrepreneuriat, Ouais. investissement, etc. Tu parles d'argent, justement, ce passage où au début tu commences avec 5 francs, 10 francs, où après on sait que les DJ prennent des sommes qui peuvent être astronomiques pour le commun des Ah bah mortels. c'est clair, oui. Comment tu gères, toi, à un moment donné, ce passage où tu commences à gagner beaucoup d'argent? C'était quoi ton éducation financière, ton rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu investis tout de suite? Est-ce que tu dépenses? Ouais. Alors non, moi je suis vraiment ce qu'on appelle un paysan. Je suis vraiment un terrien, quoi. C'est-à-dire que d'abord, je t'ai un peu donné la réponse dans la question précédente. C'est-à-dire que j'ai jamais considéré que ça allait durer. C'est-à-dire Mmh. que pour moi, quand j'ai gagné mon premier million, voilà, disons, allez, j'ai gagné un premier million avec un disque. C'était Love Don't Let Me Go de David Guetta, où le titre est passé numéro 1 dans plein de radios, plein de pays. Et là, je me suis retrouvé au bout alors pas sur un an, mais sur plusieurs mois, à récupérer de l'argent et à me dire, mais c'est incroyable, avec un disque, on peut gagner 1 million. C'est un truc de Mmh. dingue. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et donc, du coup, quand je me suis dit, oui, mais là, j'ai de la chance. Le second, le suivant, il va peut-être faire un flop. Et donc, je vais gagner zéro. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut faire une moyenne, tu vois. Donc, j'ai jamais acheté de voiture de luxe. Hein, je te dis, j'ai jamais ma montre non plus, tu vois. C'est voilà. Mais par contre, je me suis dit, bon, bah, ce qui est important, c'est peut-être d'avoir un chez soi, quoi. Donc, j'ai rapidement acheté de l'immobilier. J'ai acheté des studios d'enregistrement que j'ai toujours, qui sont à Rueil-Malmaison, qui est une maison plus des studios d'enregistrement. Et fun fact, c'est des studios d'enregistrement qui appartenaient au producteur de Vanessa Paradis. OK. Et c'est là où elle avait enregistré Joe le Taxi et tout ça, tu vois, des tubes des années 80. Et il y avait un studio d'enregistrement qui existait et qui existe toujours et que j'ai eu la chance d'acheter. Donc j'ai investi dans de la pierre. Et le reste, je pense que j'ai investi aussi dans différentes choses. J'ai investi dans des plugins, j'ai développé du matériel, j'ai aussi investi dans un festival de musique qui a lieu depuis 14 ans sur l'île des Impressionnistes à Chatou, qui s'appelle Electric Park, Ouais. qui a lieu tous les ans. Donc là, c'était un investissement au départ. Tu sais, pendant 2 ans, 2, 3 ans, tu gagnes pas d'argent, donc tu as investi de l'argent. J'ai aussi investi autour de moi, c'est-à-dire que je me suis entouré d'une équipe avec des gens avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Donc, c'est des gens que tu payes, c'est des salariés, c'est des gens avec qui vont monter leur société, que tu aides à monter leur société. Tu vois, tu prends des parts dans leur société. Je parle par exemple de gens qui gèrent mon booking. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à avoir beaucoup de demandes parce que c'est exponentiel, c'est-à-dire plus tu es exposé, plus les gens veulent te voir, plus les gens veulent te voir, plus tu Ouais. as de demandes. Donc, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir gérer moi-même ça. Donc, j'ai pris une personne qui s'est occupée que de mon booking, qui reçoit les demandes, qui les trie, qui les organise, qui s'occupe du voyage, des VHR, ce qu'on appelle VHR, voyage, hôtel, restaurant, qui s'occupe de gérer toute la logistique d'un déplacement d'une tournée, qui monte une tournée. Là, on va louer un avion. Là, tu vas prendre tel vol. Là, tu prends le train et tout ça. Bref, tout ça fait que voilà comment j'ai dépensé mon argent, en fait, quand je l'ai placé dans de l'humain, des matériaux, enfin des studios, et puis j'ai aussi pas mal dépensé d'argent dans les voyages avec ma famille, parce que j'ai 4 enfants, et j'ai toujours considéré que les voyages et l'expérience de partage avec sa famille était important, quoi. Donc moi, dès que j'ai eu la possibilité d'aller faire ma première tournée au Japon, bah, j'ai dit ok, vous allez, je sais pas, le budget, on va parler d'argent, mais par exemple, on me donnait 15 000 euros par soir, ce qui était incroyable, quoi. 15 000 euros pour moi, c'était Ouais. une somme de dingue pour aller faire 1 heure et demie de concert. Je disais, bon, ben, je vais prendre un super hôtel avec mes enfants. Et le promoteur me payait une chambre pour moi. Et du coup, je prenais une chambre pour mes enfants. J'upgradais ma chambre ensuite pour ma femme et moi. Et donc, du coup, je dépensais une partie de mon cachet là-dedans. Mais Mmh. du coup, j'ai des super souvenirs de tourner avec mes enfants.
et c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, quoi, au final, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment à l'image de ce que tu racontes, en fait. Tu as fait tes investissements à l'image de ta vision crescendo, petit à petit. C'est Tu ça, pas ouais. tout flambé d'un coup, comme certains pourraient le faire, quoi. Non, bah non, non, non. Quand j'ai loué des voitures, des trucs comme ça, mais bon, acheter, j'ai jamais été très. Non, et puis en plus, comme je te l'ai dit, moi j'ai toujours pensé que ça allait s'arrêter demain. Donc j'avais toujours un peu cette peur au ventre de me dire, qu'est-ce qui se passe quand tu vends plus de disques, quand il y a plus de streaming, quand les gens t'appellent plus et que tu fais plus de concerts. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer quand je vais redescendre à zéro? Hmm. Et donc, tu vois, le Covid a été une très bonne, enfin, a été une période terrible pour moi parce que en 2019, je fais 70 dates, 80 dates par an. Donc, ça génère beaucoup d'argent parce que tu vois, Ouais, si tu fais une date aux alentours de 10 à 15 000 euros, bah, tu vois, ça fait beaucoup d'argent juste sur les ouais, bien dates, tu sûr. vois. Bien sûr. Donc, du coup, quand le Covid est arrivé, je passe de 80 dates à zéro. Et donc là, je peux te dire que ça m'a donné une espèce de vision de ce qui pouvait être le futur si jamais tu n'as pas de concert, tu vois. Donc, Hmm. et j'ai jamais été très dépensier. Je le suis toujours pas. Alors, il y a des fois, je me fais plaisir sur des choses, mais c'est bien souvent lié aux vacances, à vrai dire. Et des locations de voitures, des locations de maisons. C'est vrai que voilà, je considère les vacances comme étant l'endroit où je dépense peut-être le plus d'argent, quoi. Parce qu'après, tu sais, quand tu es en tournée, c'est dingue d'ailleurs, quand tu es en tournée, tu n'as pas le temps de dépenser d'argent. On prend en Ouais, compte j'imagine. tes voyages, on te paye un restaurant, on te paye l'hôtel, on te paye le taxi pour aller de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel aller sur la scène. Donc, et en plus, tu gagnes de l'argent tous les jours. Et donc, à la fin d'une tournée, tu as fait 81 dates, tu as gagné plein d'argent, tu n'as pas eu le temps d'en dépenser, en clair, tu vois. Donc, c'est pour ça que les vacances, c'est bien. Et ça, tu vois, on a vu plein de reportages de ce qui s'est passé ces dernières années sur les DJ. On voit leur vie, ou des fois, il y en a qui font des interviews, ils disent qu'en fait, c'est plus réellement leur vie parce qu'ils sont sous la pression des dates, les Ouais, managers qui les mettent sur de plus en plus de dates, etc. Parce qu'il y a une notion de, bah, comme tu disais, d'argent, donc pour l'artiste, mais aussi pour toute la team. oui. Comment tu as construit, toi, ta carrière, ta vie de famille? Tu dis que tu as, bah, 4 enfants, etc. Comment tu t'as fait pour gérer les deux? Parce que c'est quand même une vie, on va dire, qui est anormale. Oui, oui, c'est C'est pas vrai. quelque chose qu'on voit Al- régulièrement. Alors, on a 5 minutes pour que je te raconte une petite anecdote. Bien sûr. Alors, non, je vais te raconter. C'est vrai que c'est un truc. Comment gérer sa vie quand tu as 4 enfants et que tu as une passion aussi dévorante qu'est le DJ, ou en tout cas le fait que tu voyages non-stop, que tu fasses des concerts, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de raconter une petite histoire qui est l'histoire vraie d'un cours qui a lieu au Japon dans une école de marketing. Et il y a tous les ans, il y a à la fin de l'année, dans une école de marketing japonaise, tu as un vieux monsieur qui vient donner un seul cours. Et c'est une histoire vraie, hein, et, tu vois, et ça va t'expliquer un peu tout ça. Et le cours est le suivant. Le vieux professeur arrive, il dit pas un mot, il pose sur la table devant lui une jarre qui est vide, donc transparente. Et puis, il se penche, il prend des gros cailloux et puis il met les cailloux jusqu'en haut de la jarre, tu vois, tout en haut. Et puis, il se retourne vers les étudiants dans un amphithéâtre, tu vois, 400 personnes, et il dit, d'après vous, est-ce que la jarre est pleine? En japonais, hein, je te le fais pas en japonais, je te le fais en français. Et donc, alors, les étudiants disent oui, et il dit, ah, vous croyez? Donc, il se retourne, il se baisse, il prend des graviers, et donc les graviers viennent dans les interstices des rochers, enfin des gros cailloux. Il se retourne vers les étudiants, il dit, d'après vous, est-ce que la jarre est pleine? Alors, les étudiants qui sont quand même intelligents, parce que c'est quand même leur dernière année, disent, ben non, il dit, vous avez raison, il se retourne, il se baisse, il prend du sable, et le sable vient se glisser jusqu'en haut. D'après vous, est-ce que la jarre est pleine? Oui, non. Ah bon, vous croyez? Il prend sa carafe d'eau et jusqu'en haut. Il dit voilà, bon, je vous ai fait une démonstration. Vous allez essayer d'expliquer l'expérience que je viens de vous faire par rapport à votre vie et le marketing et la gestion de votre emploi du temps. Vous avez 40 minutes.
Ah, t'imagines le truc de fou, quoi. Donc, Hmm. alors, les étudiants commencent à écrire et puis au bout de 30-40 minutes, ils récupèrent les copies parce que comme il fait la correction en direct, si tu veux, il revient pas le lendemain, lui, il vient qu'une fois par an. Donc, il récupère les feuilles et ça dure 15 minutes. Le mec, il regarde ça et puis bon. Et donc, il lit quelques résultats des étudiants. Donc, certains étudiants disent, bah, ça prouve que même si on a un agenda bien chargé, on peut toujours ajouter des rendez-vous. Voilà. Et bon, bref, il lit différentes interprétations de son étude. Et bah, le professeur, vieux professeur, dit bah voilà, je vous expliquais comment il faut que vous analysiez la situation de l'expérience que je viens de vous faire et comment il va falloir l'appliquer dans votre vie. Et c'est moi ce que j'applique, c'est pour ça que je t'ai fait ça un peu long, hein. Mais c'est Ouais. bien, je te l'ai bien préparé, là, je te l'ai bien préparé. Et donc, du coup, le professeur dit voilà, votre vie, c'est la jarre, c'est votre emploi du temps, il est vide. Il faut d'abord que vous commenciez à mettre vos gros cailloux. Donc, les gros cailloux, c'est la santé de votre père qui est malade, c'est vous qui devez faire un régime pour perdre du poids, c'est vous voulez apprendre l'espagnol, et voilà, et vous voulez partir, vous voulez faire de la piscine tous les mercredis avec vos enfants. Vous mettez vos 5 cailloux. Vous avez 5-6 cailloux maximum. Et puis après, vous mettez vos graviers. Et vos graviers, ben, c'est les priorités inférieures. Et puis le sable. Et puis vous finissez avec Hmm. l'eau qui est à priorité zéro. Si vous faites ça, vous aurez un agenda qui sera bien rempli et qui sera bien équilibré. Et donc, moi, j'ai adoré cette métaphore et j'ai essayé de l'appliquer dans ma vie. Et c'est vrai que j'avais un agenda où il y avait marqué piscine avec mes enfants. Et c'est-à-dire que sur le même agenda, enfin, agenda multicouche, tu sais comment ça fonctionne, mais j'avais Hmm. donc la vision de mes gros cailloux. Et donc, je voulais avoir mes parents ici, donc j'avais mis ici. Donc, même s'il y avait un concert qui venait se greffer là-dessus, ben, c'était pas possible. Et donc, mon agent regardait mes gros cailloux, vacances ici, voyage en Australie avec les enfants. Bon, ben, je vais te faire une tournée en Australie en même temps. Et donc, ça permettait d'avoir une jarre et une vie plutôt bien pleine et assez bien, alors équilibrée, oui, en fonction de l'équilibre qu'on donne et le choix de ces gros cailloux. Et en essayant de respecter ça, je me suis rendu compte que globalement, j'avais pas trop frustré mes enfants et que mes enfants avaient eu une vie assez, enfin une jeunesse assez épanouie et en tout cas assez enrichissante avec des voyages, avec des choses comme ça. Bien sûr, il y avait des mois où pendant 3 semaines, j'étais en tournée en Chine. Ils voyaient pas leur papa, ça c'est clair. Que pendant 3 semaines, j'étais absent, complètement absent. Mais heureusement, il y a eu le début des FaceTime et Skype à l'époque et tout ça. Donc, on a commencé à utiliser un peu la technologie pour pouvoir enfin, continuer à communiquer. Mais voilà un peu comment j'ai organisé et j'ai essayé d'organiser justement un équilibre. Et pour rebondir sur ta question, toi, tu parlais entre autres de reportages que j'ai vus avec le fameux reportage sur Avicii, qui en Ouais, est. d'ailleurs, que tu as connu, puisque j'ai vu que tu avais fait ses Bah oui, premières oui. dates, tu étais avec lui au tout début. Ouais, Donc, ouais, bah, j'ai bien connu Avicii au tout début parce que euh, quand j'ai eu la chance je l'ai fait jouer, je lui ai fait faire une de ses premières dates en France en 2012. hmm. C'est 2012, ouais, 2012, ouais. En 2012, il était venu en France et j'avais booké sur mon festival. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré en Suède quand j'étais allé voir Steve Angelo, Sébastien Ingrosso, enfin ce qu'on appelait la Swedish Mafia. Ouais. Et je les avais rencontrés à Stockholm et j'avais vu aussi Avicii parce qu'Avicii faisait partie de la famille de l'oncle de Sébastien Ingrosso. Enfin bon, bref. Et donc du coup, je l'avais rencontré et le garçon était hyper talentueux dans la composition. Mais c'était pas un DJ. C'est-à-dire que lui, il avait jamais fait le DJ. Et quand il a fait son tube, Level, les mecs lui ont dit, mais il faut que tu viennes faire des concerts parce que tu vas prendre 50 000 euros par date. Ah bon, bah alors il faut que je sois DJ. Bah, bien sûr, il faut que tu sois DJ parce que ça n'a pas de sens. Tu vas pas rester dans ton studio à Stockholm. Il faut que Hmm. tu fasses comme les potes. Donc il s'est entraîné, il a commencé à apprendre le DJing suite à ses talents de producteur. Mais Avicii n'aimait pas la foule. Il avait un peu agoraphobe, si tu veux, et il n'était pas très à l'aise, tu vois, parce que aussi il n'avait pas 15 années d'expérience de DJ derrière lui. Donc Hmm. c'est quelque chose. Et il s'est retrouvé tout de suite propulsé sur des scènes devant 30 000 personnes, avec des gens qui hurlaient son nom, alors qu'il avait qu'un seul titre dans les tops
et il n'avait pas l'expérience. Donc, c'était une situation qui était assez compliquée et je pense qu'il l'a assez mal vécu. Après, on s'est recroisés quand il était au top de sa carrière et qu'il était justement un peu pressé comme un citron parce que les gens disaient ben, c'est super, tu te rends compte, là, demain, tu vas prendre 180 000 euros au Mexique et après, on joue en Bolivie le même soir et on va prendre 200 000 euros, donc on va prendre 400 000 euros dans la même journée, tu vois. Et bon, il y a un moment, ben, si tu veux, Avicii en plus prenait, il était, bon, d'abord, il avait une maladie. Et en plus, il a pris quelques drogues pour compenser le manque de sommeil, tu vois, et des choses comme ça. Et ça a été fatal, malheureusement. Et toi, justement, ce milieu un petit peu nuit, drogue, enchaîné et tout, comment tu as su le gérer, t'en es tout Oh, éloigné? bah, Parce moi, que c'est hyper je pense, simple, j'imagine, que hein. tu peux vite tomber dedans. Ça doit Ouais, être- ouais. Donc, alors, en ce qui me concerne, moi, c'est hyper simple vis-à-vis de la drogue. Moi, la drogue numéro un, pour moi, c'est la musique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sensation que va t'apporter du public quand tu diffuses un titre ou encore plus quand tu diffuses un de tes titres et qui sont le sourire, comme ça, les bras vers le ciel, ça t'envoie une décharge d'adrénaline qui est, à mon avis, supérieure à n'importe quelle drogue. Et surtout, ça dure dans le temps. C'est-à-dire que un petit détail, quand je fais un concert, qui finit, je sais pas, alors si ça finit à, je sais pas, minuit par exemple, en festival, tu vois, il est minuit, minuit et demi, tu rentres à l'hôtel, il est 1h30, 2h du mat, tu prends ta douche et tout ça. Bon, ben, je peux pas dormir avant 5h du matin, c'est impossible parce que tu as besoin, si Hmm. tu veux, d'avoir une vraie descente, quoi, comme un drogué en fin de compte. Mais c'est quelque chose d'assez magique. Donc moi, j'ai jamais eu besoin de substances, je ne bois pas, je ne fume pas, la seule chose que j'aime, c'est la bonne nourriture. D'ailleurs, tu peux le voir, hein. Et j'ai pas d'addiction, hormis l'addiction de partager de la musique avec les gens. Et puis en plus, autour de moi, j'ai vu trop de gens se détruire avec de la drogue. Hmm. J'ai vu des gens qui, justement, par peut-être pour justement faire 2, 3 dates d'affilée, prenaient certaines drogues et puis ils sont devenus addicts. Et puis après, ne pouvaient plus faire ces dates sans avoir de la drogue. Et puis après, tu prends plus de drogue, tu prends une drogue plus dure. Et donc, c'est une espèce de crescendo qui malheureusement va pas dans le bon sens. Et puis au bout d'un Hmm. moment, ben, ils loupent leur avion, ils se réveillent pas. Ils pètent un truc parce que le soir, ils font un set qui est moins bien parce que ça va pas. Et donc, et puis ils sont dégagés du système malheureusement. Ou en tout cas, Hmm. c'est un suicide, en tout cas un suicide artistique, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, là, on revient sur le planning. Parmi tout ce temps, tu as réussi du coup à être entrepreneur. Alors évidemment, quand tu es artiste, tu es aussi entrepreneur parce que tu gères ta carrière. Mais là, plus entrepreneur sur la vision, on va dire, peut-être plus classique que les gens en ont. Oui, Tu as créé, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, on va pouvoir rentrer dans le détail. Donc du coup, tu as un festival. Tu as aussi ton bus oui, solaire. que tu as créé, que tu vas pouvoir en parler. Ton bus solaire, c'est vrai que c'est important d'insister là-dessus parce que c'est quand même hyper stylé. Et Ouais, tu as été aussi vraiment, t'es producteur, oui. tu produis des artistes, tu as fait plein de trucs. Est-ce que c'est quoi un petit peu ta vision entrepreneuriale? Qu'est-ce qui t'anime aussi là-dedans, dans la création? Bah, il y a de la Ouais. musique, mais aussi créer de quelque chose de peut-être autre. Ben, c'est-à-dire que quand moi j'ai démarré, il y a 30 ans, rien n'existait. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de plateforme. Enfin, quand je dis il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas d'outils de promotion, il n'y avait pas de toute cette plateforme. Enfin, on était beaucoup moins outillés qu'avant. Donc, il a fallu que je crée moi-même ma société de production pour avoir mon studio, que j'ai créé mon label et ma boîte de publishing, d'édition, parce que bon, j'ai appris un peu tout ça sur le tas parce qu'il fallait le créer. Et puis surtout, je pense, enfin, j'ai la chance de pas beaucoup dormir. J'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Ça, OK. c'est génétiquement, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que, allez, allez, entre 4 et 6 heures, allez, non, 4 heures, j'exagère. Allez, entre 5 et, allez, 5, 6 heures de sommeil par nuit, je suis bien, quoi. Tu vois, je suis pas fracassé plutôt. Donc du coup, ça me donne pas mal d'heures par jour pour faire des choses. Et je suis quelqu'un peut-être un peu hyperactif dans ce domaine-là. J'aime bien toucher à plein de trucs différents. Je pense que la vie est tellement courte que j'ai envie qu'elle soit le plus riche possible. Et le plus riche possible, c'est faire plein d'expériences en simultané. Et bon, bah, par exemple, c'est vrai, le bus solaire, c'était un rêve que j'avais de monter ce studio solaire dans un bus. Euh,
Ça, je peux l'expliquer un peu, tu peux le Ouais. détailler pour Donc ceux qui oui, ne connaissent pas, ça en c'est quand même incroyable. 2019, j'achète un bus. Le Covid arrive et non, c'est 2022 le Covid. Donc 2019, j'achète un bus. Le rêve que j'avais, c'était je voulais combiner trois passions. Le voyage, le son et le côté désertique, enfin le côté seul au monde, d'aller dans des lieux avec un Mm. paysage de fou. Donc, j'avais déjà loué plusieurs fois aux États-Unis ce qu'on appelle les RV, donc les Recreation Vehicles, donc des camping-cars, mais version XXL d'américain, donc c'est des choses qui se déplient dans tous les sens. Ouais. C'est carrément des petits appartements, hein. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine, il y a la douche, enfin, il y a tout, quoi. C'est comme un appartement, bref. Et donc, j'avais loué plusieurs fois ça. J'étais parti, en plus, j'étais parti avec mes enfants plusieurs fois dans des lieux, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce studio et puis cette maison à Los Angeles, qui est quand même la porte ce qu'on appelle l'Ouest américain. Mm. L'Ouest américain, c'est le Nevada, l'Arizona, la Californie, l'Utah. C'est 280 millions d'hectares de ce qu'on appelle les BLM. BLM, c'est Bureau Land of Management. Et c'est des terres qui appartiennent à tous les Américains. On appelle ça les Freeland. C'est 280 millions d'hectares. Pour te donner une idée, c'est 60 fois la région parisienne. Tu prends la région parisienne, tu le Mm. multiplies. C'est gigantesque. Tous ces lieux, c'est des déserts, des lacs, la montagne, la forêt. C'est très varié. Ces lieux-là appartiennent à tous les Américains et il y a 2 règles pour y aller gratuitement. La première règle, c'est leave no trace. Tu ne laisses pas de traces, tu prends pas de cailloux, tu jettes pas tes ordures, bien évidemment. La Mm. deuxième règle, c'est pas plus de 14 jours au même endroit. C'est-à-dire pour éviter que tu te sédentarises et que tu te fasses une petite maison qui va devenir un petit village. Pas le droit de rester plus de 14 jours au même endroit. Si tu respectes ces 2 règles-là, tu peux aller dans les 280 millions d'hectares. Et donc, pour aller dans ces 280 millions d'hectares qui sont des paysages incroyables, c'est difficile à décrire, il faut aller sur mon site, vous verrez. Vous allez, vous tapez sur lagoodvibe.com, enfin tu mettras ça dans les liens, comme lagoodvibe.com et vous verrez les photos qu'on a faites avec le drone, c'est incroyable, on est sur Mars, Ouais. sur la Lune, sur Jupiter, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, j'en ai profité. J'ai acheté un ancien bus 2009, un Fleetwood, 36 feet, 12 mètres et quelques. Ça fait 9 tonnes. Et je l'ai complètement vidé. C'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Le lit en bois à cajou qui pesait 2 tonnes et tout ça. Et on a enlevé tout ça. Et j'en ai fait 6 couchettes. Et j'en ai fait un studio d'enregistrement solaire en mettant des panneaux solaires sur tout le toit. 3600 watts-heure. Et aujourd'hui, le bus est autonome, il est ce qu'on appelle off-grid depuis 2019. C'est-à-dire que je produis plus d'électricité que ce que je consomme, à tel point que je branche ma Tesla sur le bus de temps en temps pour recharger la Tesla à partir des batteries du bus. Excellent. Et donc ce bus-là, et les Good Vibes, c'était un rêve pour moi de pouvoir avoir cet outil pour emmener toujours dans cette histoire de passion et d'échange avec des artistes, de pouvoir emmener des artistes dans des lieux incroyables. Parce que je voulais prouver et démontrer que le lieu a un lien direct sur l'inspiration. Ce qu'on appelle location is inspiration. C'est l'inspiration qui est liée à l'environnement. Et c'est sûr que quand tu es dans un studio tout noir, pas de fenêtre, bah, tu vas créer d'une certaine façon. Quand tu es dehors sur un lac salé avec personne autour de toi à 10 km et que tu as un silence absolu, parce que l'énergie solaire fait 0 bruit, donc ça te permet d'avoir autant d'énergie que tu veux, mais avec 0 bruit, eh bien, Mm. tu composes différemment. Et donc, j'ai montré ça dans un film que je vais présenter à Cannes, qui sera diffusé jeudi 25 janvier à 15h. Venez. Et donc, c'est diffusé. Le film s'appelle Modular California Vibes. Et donc, c'est 40 minutes. Ces 4 producteurs partent 4 jours faire 4 chansons grâce au soleil dans 4 lieux incroyables. Et donc, c'est la résultante de ce projet et les Good Vibes. Donc, Énorme. j'aime créer plein de choses, entre autres le bus et les Good Vibes. Ouais. Et après, est-ce qu'on peut, parce que là, on a déjà 1 heure et on a parlé de plein de trucs. Est-ce que tu peux parler de ton festival, justement, t'en parlais à Paris, ce que Ouais. ça fait d'être de l'autre côté de la scène, créer un festival. Déjà, un festival, comment ça se passe en termes de création? Parce que j'imagine qu'il y a de l'enjeu quand tu crées comme ça. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Ça doit être assez complexe. En plus, d'ailleurs, tu en parlais, tu dis pendant 2-3 années, on gagne pas d'argent. Donc, Ouais. comment ça se passe Ah et quelle est ben la non, mais vision sur ça? un festival, je conseille à personne, si vous voulez gagner de l'argent, je conseille à personne de monter un festival.
Ok. Ouais, c'est clair, parce que les 3 premières années, tu perds un peu d'argent parce qu'il faut investir sur le nom, les décors, tout ça. L'année 4, tu gagnes un peu. Puis l'année 7, il pleut et tu perds beaucoup d'argent. Tu Ouais. perds tout ce que tu as gagné d'avant. Ok. Et puis, il y a une année incroyable, tu sais pas pourquoi, tu vends énormément de tickets et puis les gens, ils consomment 20 hectolitres de bière. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, les chiffres sont très, très difficiles à prévoir parce que tu es dépendant de la météo, tu es dépendant de plein de paramètres qui font que c'est très risqué. Alors pour moi, Hmm. le festival, c'est plus une carte que j'ai en main qui fait partie un peu de ma galaxie et de mon univers un peu. C'est-à-dire que je produis de la musique, je produis des jeunes, j'édite leur musique, c'est-à-dire que je les mets sur les plateformes, tout ça, mais après, je les mets sur mon festival, je les mets sur scène. C'est un espèce de combo un peu, tu vois, c'est un espèce de chose qui va ensemble. Et c'est vrai que j'ai la chance parce que je crois que je dois être le seul artiste français qui. Ah non, on est deux. Non, je pense que Laurent Garnier, il avait un petit festival aussi qui s'appelait Meu Festival, mais je crois qu'il a arrêté. Il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, on est très peu d'artistes à avoir notre propre festival. Donc, je me suis associé en 2017 parce qu'en 2017, j'ai perdu beaucoup d'argent pour te donner des sommes. En 2016, ça se passe plutôt bien. Je gagne 300 000 euros, mais sur un budget d'1,3 million. C'est-à-dire que tu dépenses 1,3 Ouais. million et tu Grosse gagnes part de 1,6 risque. million. Donc, tu vois un Hmm. peu, tu as une marge de 300 000. Bon, voilà. 2017, il pleut non-stop toute la semaine de montage. On est dans de la boue. Les gens n'achètent pas de tickets. Et les gens qui avaient acheté des tickets ne viennent pas parce que le jour J, il pleut encore plus fort. Ils ne veulent pas sortir. Donc, tu vends pas de bière, tu vends pas de consommation, tu vends pas de tickets. Résultat, perte sèche, 227 000 euros. Donc, moins 227 000 euros. Et donc, du coup, si tu veux, en 2017, je me retrouve avec une situation un peu compliquée. Je me dis, bon, ben, j'arrête. Là, c'est bon, 200. C'est-à-dire que tout ce que j'ai gagné l'année dernière, j'ai perdu. Et donc, si je nivelle sur mes 12 ans d'activité, ça fait que je gagne 5 000 euros par mois, quoi, pour prendre un risque démesuré. Ouais. Ok. Donc, j'ai dit, bon, je vais arrêter. Et puis, j'ai rencontré des partenaires qui, eux, étaient prêts à mettre un peu d'argent, qui croyaient au festival. Ils disent, non, n'arrête pas, ton festival est super. Donc, j'ai pris des associés. Et donc, maintenant, j'ai une SAS qui gère ce festival Electric Park, la SAS Electric Park, EPK. Et donc, on est 3 associés. Et donc, on continue tous les ans. Il y a des fois, on a perdu, des fois, on a gagné. On équilibre plus ou moins. Et voilà, c'est très compliqué un festival parce qu'en plus, on est dépendant, je disais de la météo, mais on est maintenant en France, on est sous, qu'on appelle ça, le plan Vigipirate non-stop. Il y a Hmm. les alertes terroristes. Il faut mettre plus en plus de gens de sécurité. Il faut prendre plus de police. Il y a une espèce de, enfin, ça donne pas envie de le faire, hein. Il faut vraiment être Hmm. motivé. Moi, je le fais parce que je suis passionné T'es passionné. Ouais. et puis j'aime aussi inviter des artistes que j'aime parce que c'est vrai que tu prenais l'exemple d'Avicii tout à l'heure, mais en 2011, je fais une tournée et je joue à Chicago. Et à Chicago, je joue dans un festival qui s'appelle Awakening Festival, qui est un gros festival qui a lieu dans un stade où il doit y avoir 50 000 personnes, énorme, hein. Et je joue sur scène et avant moi, joue Avicii. Et c'était une des premières dates qu'il faisait, 2011, tu vois. Et je le vois jouer. Et je dis, putain, c'est pas mal quand même. Il se débrouille pas mal, alors que je savais qu'il démarrait tout juste. Tu vois, j'avais peur pour lui, mais il se débrouille pas mal. Et je vois les gens en face à fond. Alors, j'ai dit, écoute, je vais le voir après son set. Je dis, toi, l'année prochaine, tu joues sur mon festival. Avec qui je vois ça? Il dit, bah, tu vois ça avec lui? Ok, d'abord, très bien. Ok, combien c'est? 9 000 euros. Ok, très bien. Je dis, très bien. Donc, c'est booké. Tu viens jouer. Telle date, 9 000 euros. Tu payes ton billet d'avion. Ah, tu peux nous le payer? Bon, je paye 50% des billets d'avion. Ok, d'accord, c'est bon. Allez, dis-les. C'est bon. Juste après moi, donc moi je joue. Juste après moi, il y a Skrillex qui joue. Et là, il défonce toute la scène. Je dis, mais c'est quoi cet extraterrestre? Putain, je vais le voir. Je dis, toi, il faut que tu viennes jouer dans mon festival. En 2012, j'ai donc eu Avicii et Skrillex qui sont venus jouer pour le même prix, 9 000 euros. J'ai dit, écoute, j'ai donné 9 000 euros à Avicii. Il dit, bon, bah, c'est bon pour moi. Ok, 9 000 euros. Ok, d'accord. Et donc, du coup, j'étais content d'avoir ce festival en France parce que j'ai pu partager ce que j'avais ressenti à Chicago avec les Hmm. Français, avec les gens de mon pays, avec les gens de ma culture. Et j'étais content de leur faire découvrir des artistes que moi j'avais découverts parce que je leur disais, vous savez, je pense que vous allez vivre un instant qui va être unique. Et c'est vrai que les gens qui ont vu Avicii et Skrillex en 2012,
quand je les croise sur Electric Park, ils m'en parlent encore. Ils disent putain, c'était incroyable cette année, tu vois. Bon, bref. Donc, Ouais. j'aime garder ce festival aussi pour ça, pour essayer de mettre en lumière des gens en qui je crois. Alors, ça peut être des Français que je produis ou des étrangers que je produis. J'ai mis récemment en scène un Russe qui s'appelle Korvad, que j'ai fait jouer sur le festival. Tu vois, des gens. Et l'année dernière, c'était une DJ qui venait de Riga, de Lettonie, qui s'appelle Nina. Tu vois, j'ai fait venir un peu ces gens-là, quoi. Je profite de ce festival pour faire découvrir aux gens et partager. Encore une fois, on parle de partage, mais cette fois-ci, partager mon goût et le fait de découvrir des nouveaux artistes. Et rendre aussi peut-être l'appareil à ce milieu qui t'a apporté aussi, peut-être se faire donner C'est à des sûr. jeunes. Mais moi, c'est important de faire ce qu'on appelle l'ascenseur, tu vois, social et d'aider les jeunes à être exposés. C'est vrai que quand tu prends, tu sais, tous les ans, je fais un concours de DJ et je choisis des DJ amateurs, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait de date professionnelle. Et je leur fais faire une date à Electric Park devant 10 000 personnes. Est-ce que tu imagines l'état d'esprit du jeune qui le vendredi mixe dans sa chambre devant son mur, il n'y a personne, et le samedi, il mixe devant 10 000 personnes. Pour Hmm. lui, c'est une expérience qui est unique parce que c'est la première fois et c'est très fort. Et si ça lui donne envie de continuer, c'est un booster énorme de sa passion. Totalement, totalement. Bah écoute Joachim, j'ai envie qu'on finisse sur ce podcast avec des petites questions beaucoup Oui, plus légères. je t'en prie. Si tu devais comme ça donner un événement qui t'a marqué à vie, qui restera, où tu t'es dit voilà c'était complètement fou, ou alors pour une autre raison, mais un truc qui te vient, j'imagine qu'il y en a plein, mais si tu Ouais, il y devais en en a retenir beaucoup. un. Bon, alors, un seul, je ferai mon premier Burning Man. Quand j'ai fait le festival Ok. Burning Man dans Nevada, 2003, je crois. Là, j'ai découvert une folie humaine que je n'imaginais pas qu'il y avait autant de folie sur Terre, Ouais, ça a l'air regroupée, fou, hein. et regroupée dans un seul endroit comme ça. Et donc, je l'ai fait 11 fois depuis. Enfin, non, j'ai fait au total 10 ou 11 fois. Et à chaque fois, j'adore. Ouais, c'est vrai que ça a l'air totalement fou ça. Ouais, Ça a l'air je incroyable. conseille aux gens de faire 2 festivals dans leur vie. Electric Park, forcément, et aussi Burning Man. Ok. Et après, sur une question similaire, mais plus sur les artistes que tu as rencontrés, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, inspiré, un mentor ou quoi que ce soit, mais une rencontre qui t'a marqué? Ah, bah, c'est difficile parce que rencontrer Jean-Michel Jarre, et c'est quelque chose de très inspirant. Rencontrer Skrillex, c'est très inspirant. Et Eric Prydz aussi, Eric Prydz, producteur suédois, très Hmm. très inspirant au niveau de la façon de travailler. Mais bon, c'est difficile de choisir une personne parce que chaque personne a vraiment ses caractéristiques, quoi. Et c'est ça qui est bien dans mon métier, c'est que je rencontre plein de personnes différentes qui t'apportent des choses différentes, avec qui on échange des choses différentes. Ah, puis t'as côtoyé tellement, tu les as cités au début, il y en Ben, avait plein d'autres, beaucoup, mais t'as oui, c'est côtoyé sûr. tellement de méga stars que Non, c'était. mais tu vois, aller chez Serge Gainsbourg pendant 45 minutes, 1 heure, et échanger avec lui sur de la musique, c'est quelque chose qui reste gravé à vie aussi, tu vois. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bah écoute, Joachim, c'était un vrai plaisir en tout cas de Ben, pouvoir te plaisir. recevoir sur le podcast, d'échanger sur ton parcours. C'était hyper inspirant, hyper motivant. Tu as fait plein de trucs, c'était vraiment très très cool. Ben, Et merci encore. j'espère que tu as passé un bon moment et je te laisserai avec le mot de la fin pour Ben, clôturer cet épisode. ok, ben, merci en tout cas de m'avoir invité. Et je voulais aussi retourner le compliment parce que ce que tu produis, toi, je trouve, est d'extrême qualité. Alors que ce soit sur Insta où je t'ai découvert d'abord via un peu cette espèce de conseils sur les websites et tout ça, j'ai trouvé ça super et je trouve C'est très ça très sympa. très bien, très très bien emmené. Et puis ce podcast sur les startups et ces choses-là, je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve ça bien mené. Et ça m'étonne pas que tu aies autant de followers parce que c'est vraiment de la qualité et je te souhaite de continuer et de vivre de ta passion un peu comme j'ai la chance d'en vivre. Clairement, bah écoute, c'est très très sympa. Je te remercie beaucoup et du coup, on se quitte sur ça. Merci, merci encore. À Ciao, bientôt. ciao. Salut.